Je vais vous demander juste un petit peu de silence parce que cette session est une session de rêve. On va vous amener en 2040. Et pour ça, pour ceux qui le veulent, on va juste fermer les yeux et peut-être que le silence va suivre. Est-ce qu'on essaye de faire ça? Est-ce que tout le monde a envie de fermer ses yeux 10 secondes, juste pour se mettre dans un état dans lequel on va pouvoir se projeter dans le futur? C'est OK pour vous? Allez, et on va voir si le silence suit. Merci. Et là, essayez de vous projeter dans un endroit, une place, un lieu, quelque part peut-être même en vous, ce qu'on appelle une Gaia Place, c'est-à-dire un endroit où vous vous sentez bien, où vous aimez retrouver des gens que vous aimez et où vous êtes capable de vous déposer et de continuer à rêver ce monde. Voilà, juste ce temps-là, de vous rappeler d'un endroit, ça peut être une rivière, ça peut être une maison, ça peut être une montagne. En tout cas, juste aller chercher en vous cet endroit où vous êtes bien et où vous vous posez de temps en temps, même dans votre esprit, parce qu'on va parler de 2040. Merci. Merci d'avoir fait ce petit exercice avec nous. Je m'appelle Stéphanie Ampar. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai travaillé au lancement d'un magazine qui s'appelle So Good, qui met et qui rend visible et lisible tous ceux et celles qui sont le changement. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être fairy activiste pour le partenaire Ashoka, que certains connaissent ici, qui permet aussi de connecter les belles énergies. Et aujourd'hui, on a 2 belles énergies avec nous, 2 chefs cuisinières, comme elles aiment bien dire, Alessandra Montagne-Gomez et Nadia Samut. Merci de les applaudir. Alors, j'ai lu, parce que j'ai un peu préparé, même si je suis pas journaliste, j'ai lu une citation qui dit que le goût, parce qu'on va parler du goût de 2040, le goût est la conscience littéraire de l'âme. Bon, vous avez 4 heures, on en reparle tout à l'heure, mais j'ai lu aussi ici, là, que partager le savoir, c'est le faire grandir. Et on a la chance d'avoir 2 femmes qui ont rêvé et qui ont fait et qui sont aujourd'hui déjà le changement. Elles vont nous parler justement de leurs rêves. Mais avant de parler de nourrir nos imaginaires, il faut qu'on revienne un peu à nos racines. Donc très rapidement, je veux bien que Alessandra, si on peut commencer par toi, tu nous dises rapidement d'où tu viens, tes racines qui ont amené à ton engagement. Et j'aurai la même question pour Nadia après. Merci. Donc voilà, Alessandra Montagne, je suis née à Rio, dans un quartier défavorisé, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une favela qui s'appelle Vidigal. Et j'ai grandi dans un tout petit village. J'ai une chance inouïe d'être allée là-bas. Donc mes parents m'ont laissé à la naissance. J'avais 8 jours quand ils m'ont donné à mes grands-parents. Et c'est un petit village qui avait ni eau ni électricité. J'ai grandi dans une ferme avec eux, donc il fallait laver la vaisselle à la rivière. On mangeait tout ce qu'on plantait, tout ce qu'on élevait. Donc on avait nos poules, on avait nos bêtes. Et j'ai appris déjà toute petite, c'était normal de ne pas gaspiller. Donc on avait 0 gaspillage alimentaire. Déjà on n'avait pas d'eau à la maison, il fallait prendre un seau, aller très loin, descendre tout un chemin, monter les seaux d'eau. Donc tu imagines, quand c'est comme ça, on ne jette pas l'eau, hein, ça c'est sûr. Et quand on plante le riz, qu'ensuite on cueille le riz, qu'ensuite on enlève la peau du riz, qu'ensuite on met dans une grosse passoire pour faire comme ça et souffler la petite peau, ce riz-là, ben, on ne le jette pas non plus. Donc moi j'ai grandi dans ce système où on plante, on consomme, on fait en sorte de pouvoir garder notre viande dans le gras de la viande parce qu'on n'avait pas de frigo. Donc, 0 gaspillage. Et je suis toujours comme ça. Je ne laisse jamais un grain de riz dans mon assiette. J'ai grandi dans le respect des choses et des personnes. Je peux aller dans un hôtel, même si c'est un hôtel très cher et 5 étoiles. Je fais mon lit lorsque je pars de la chambre, même si je reste plusieurs jours. Je ne sais pas être autrement. J'éteins le robinet quand je me brosse les dents parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir l'eau. Mais vous vous rendez compte à la magie d'ouvrir un trou et l'eau sort. C'est un truc de malade, quoi. Donc voilà, j'ai grandi comme ça et on ne refait pas son éducation. En fait, c'est ancré en moi. Et voilà.
Merci Alessandra. Nadia, tu nous racontes un petit bout de ton histoire. Moi, je viens... bonjour déjà et merci de cette invitation ici, parce que le Brésil, pour moi, c'est un pays qui me touche tellement tout le temps. Donc, moi, j'ai grandi dans un petit village du Luberon qui s'appelle Lourmarin, qui est le village d'Albert Camus, si vous connaissez l'auteur. Et j'ai grandi effectivement moi aussi avec ma grand-mère, en fait, qui s'est tout de suite occupée de moi parce que mes parents travaillaient beaucoup. Ma mère était déjà chef de cuisine. Et l'histoire a commencé dans un petit village, effectivement, de 1000 habitants dans le Luberon. Un joli village, toujours rural, même s'il est devenu touristique, mais qui avait un lien direct avec la campagne, la nature. On apprenait beaucoup à cuisiner à l'école. On apprenait aussi tout ce qui était l'agriculture en permanence. Et pour moi, c'était la base de la vie. Je ne connaissais pas la ville, vraiment. J'avais l'impression que Aix-en-Provence, c'était très, très loin. Et du coup, ça m'a forcé à vivre dans une harmonie, un caractère, je dirais, holistique, de toujours penser à se faire du bien, à faire du bien aussi, et à jamais gâcher non plus. Et en même temps, moi, je suis née malade cœliaque, donc intolérante au gluten, avec une vraie pathologie, une vraie maladie, donc il fallait que je fasse attention à tout. Et l'essentiel, c'était d'être très attentionnée pour mon assiette, pour que je puisse ne pas retomber malade ou ne pas être fatiguée. Donc ces petites attentions-là, c'est beaucoup d'amour, mais c'est tout ce qui a nourri mon éducation et ma vie jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que c'est complètement intégré dans l'ADN de ce que je suis, effectivement. Alors, tout de suite, sans transition, le goût de 2040. Alors, on a écrit Food, quel goût aura 2040 ? Mais on peut élargir un petit peu la question et donc je vous la pose aujourd'hui. Donc Nadia, je reste avec toi parce que tu as déjà réfléchi au goût de l'assiette 2040, mais globalement, je veux bien que tu nous partages aussi, toi, quel goût tu aimerais qu'ait la vie et le monde en 2040, et je poserai la même question après à Alessandra. Pour moi, effectivement, le goût de 2040, je l'ai écrit dans un grand projet que j'ai appelé Nourrir, qui a pour but d'ailleurs de parler de la valeur nourricière de chacun, de l'attention que l'on pose à respecter le sol, le corps et l'esprit, l'âme d'ailleurs aussi, surtout. Et en fait, je pense et j'essaye de voir d'abord le goût de 2040 comme un grand lien social, comme une grande vision commune de ce bien commun qu'est l'alimentation, avec des goûts, des subtilités, de revenir à des traditions, à trouver des traditions aussi, parce qu'avec ce qu'on voit de l'agroclimatologie, on voit bien que les cultures évoluent et sont différentes du fait de notre environnement et de la planète actuelle. Et donc ces goûts-là, moi j'y travaille pour créer des madeleines de Proust. Alors peut-être qu'elles vont évoluer bien sûr d'ici 2040, mais en fait ce que j'ai envie de dire, c'est que l'important dans tout ça, c'est de recréer du lien et de l'attention nourricière. Et le goût du pois chiche, pour moi, c'est le goût de 2040. C'est le goût d'un petit grain comme ça qu'on va planter, qu'on va semer, qu'on va regarder grandir, qu'on va pouvoir utiliser pour régénérer des sols. C'est le goût d'un lait de pois chiche fumé, peut-être, qu'on ne connaît pas vraiment, et qui va commencer à arriver dans notre placard pour devenir un ingrédient majeur. Donc aujourd'hui, on a la chance, malgré tout, de voir autour de nous tout ce qui évolue et d'avoir envie peu à peu d'en créer des madeleines de Proust. Et puis des partages. Par exemple, moi, quand je vais au Brésil, je travaille le tapioca, le manioc, et qu'on connaît peu ici parce qu'on n'en plante pas. Mais ça, c'est aussi le goût de 2040. C'est au-delà de tout ça, c'est l'ouverture. Et finalement, c'est aussi ce goût de la souveraineté alimentaire. C'est de se dire que dans tous nos pays, dans toutes nos cultures, on va recultiver les choses avec passion et amour. Et que finalement, on aura un grand goût commun, celui de la générosité et de l'attention. Juste, parce que je connais un peu bien ton projet aussi, au-delà des pois chiches, il y a aussi une coopération que tu fais avec ton écosystème. Est-ce que c'est pas ça aussi le goût de 2040, c'est de travailler encore plus avec nos fournisseurs, nos producteurs Est-ce que ça, tu peux juste parler rapidement de ce que tu fais aussi avec certains de tes producteurs et écosystèmes? Oui, ce goût de 2040, il a un goût effectivement de grande coopération positive, c'est-à-dire chacun devrait, dans son périmètre, à participer à une grande œuvre commune. Donc effectivement, dans mon écosystème, je travaille dans l'agriculture, je suis allée voir les lycées agricoles, j'ai décidé de créer une formation inspirante et régénératrice pour donner un futur souhaitable, pour montrer une vision vertueuse et délicieuse et de rêve aussi, parce que par exemple, quand on pointe du pois chiche, pour revenir sur celui-ci, c'est qu'il vient en régénération et qu'habituellement, on aurait pu mettre une plante animalière et fourragère pour nourrir des animaux. Et là, en fait, on va voir l'amplitude des choses qu'on peut créer. Donc oui, c'est une grande coopération et j'ai envie aussi de parler de l'inclusion.
et de l'insertion. Et là, par exemple, je travaille sur un projet à Marseille qui s'appelle l'EMAI, qui est l'école des métiers de l'alimentation par l'inclusion. Et je vais faire un rapport avec le Brésil parce qu'il y a 10 ans, j'étais allée travailler sur le projet Gastromotiva à Rio et São Paulo, qui m'a complètement ouvert le cœur et l'esprit. Et c'est ça, cette grande histoire du monde, c'est qu'on va vivre ensemble et on va partager ces grandes volontés. Donc oui, c'est une grande coopération, effectivement. Alessandra, on a discuté avant cette session et toi, tu as donc 2 restaurants aujourd'hui, mais tu es marraine aussi de beaucoup de projets. Oui. Toi, quel est le goût que tu donnes à 2040 en lien avec ce que tu fais et ce que tu es aujourd'hui? Alors, pour moi, 2040 déjà représente un gros défi alimentaire parce qu'on gaspille beaucoup. Je te disais l'autre jour, on jette 16 milliards par an de nourriture en France uniquement. On ne parle même pas des autres pays. Donc, c'est un levier, en fait, pour pouvoir nourrir en 2040, c'est de produire moins pour pouvoir jeter moins et nourrir plus de monde de façon qualitative. Ensuite, il y a, pour moi, ce que dit Nadia, je suis complètement d'accord avec elle. Il faut mettre l'humain dans le centre de tout. L'humain doit être au cœur de tout ce qu'on fait. On va vers un monde différent où plusieurs personnes n'auront peut-être pas de travail avec l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ce qu'on voit arriver. Ça a l'air futuriste et tout ça, mais dans 10 ans, ça sera normal. Donc voilà, pour moi, c'est l'humain dans le centre de tout. Trouver des produits comme le manioc. Le manioc, c'est une racine magique. On utilise absolument tout de cet arbre, de la racine jusqu'à la feuille. Tout se mange, tout se transforme. Et on nourrit en fait beaucoup de gens avec le manioc. Donc ça peut être complètement vertueux dans des pays, ou des continents, Brésil, Afrique, avoir plus de production comme ça pour nourrir les personnes et puis gaspiller moins et valoriser l'humain. C'est absolument ce que dit Nadia, l'humain. Tu m'as dit quand on a discuté aussi que c'est ta passion pour finalement la cuisine qui t'a amené à ce métier. Tu n'as pas forcément... et que tu as travaillé, donc tu es allé au bout de tes rêves. Et ça serait quoi le message là aujourd'hui que tu aimerais donner sur des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de changer d'orientation et d'aller peut-être et de suivre cette passion, parce qu'on en a un peu parlé. Oui. Tu parlais aujourd'hui d'être focus et de réussir le succès, oui, et de ne pas penser aux échecs, mais justement le goût de 2040 demain sur les métiers aujourd'hui qui sont autour de la restauration, ça c'est quoi un peu ta vision? Que ce soit autour de la restauration ou de n'importe quel autre métier, il ne faut pas se laisser qui que ce soit vous réduire à vos origines ni à votre couleur de peau. Il faut foncer, il faut vraiment vous intégrer ça dans le plus profond de votre être, que vous avez le droit, autant que n'importe qui. N'acceptez jamais un non, faites comme Karina Tavares, qui est assise là sur son téléphone. N'acceptez pas le non. Et quand vous voyez une porte fermée, vous passez par la fenêtre ou alors vous cassez la porte. Voilà. Bon, ben, ça c'est sympa pour 2040, j'ai déjà envie d'y être. Alors, on va revenir sur vos engagements, parce que vous en avez un petit peu parlé. Mais aujourd'hui, si on n'excite pas le futur, bah, il ne se passera pas grand-chose. Donc, on est déjà en train de préparer ce futur. Donc, est-ce que vous voulez bien juste témoigner de quelques actions qui sont aujourd'hui dans votre quotidien, qui, selon vous, vont exciter le futur? Et ça peut être... Voilà, ça peut être le futur de différentes approches. Ça peut être, comme on le disait, dans l'assiette, mais ça peut être aussi les métiers de la restauration qui sont en train d'être transformés. Ça peut être la relation aux autres, etc. Est-ce que vous voulez bien témoigner, Alessandra? Alors moi, ce que j'ai fait depuis longtemps et qui fait partie de mon quotidien, c'est me tourner plus vers les autres. Je suis marraine de l'association Refugee Food Festival. Je cuisine pour le Refetorio, qui est aussi la Gastromotive, c'est la même association. En France, à Refetorio, à Rio, c'est la Gastromotive. Ne jamais oublier de tendre la main, en fait, à quelqu'un d'autre, à aider, à prendre une petite partie de votre journée, de votre mois, de votre semaine,
pour aider quelqu'un qui a besoin, qui a moins que vous. Ça, c'est hyper, hyper important. Moi, je vais souvent en prison pour cuisiner avec des femmes, dans la prison de Fresnes, par exemple, et passer du temps, discuter, rapporter un peu d'ailleurs, un peu de rêve, un peu de différence à ces personnes-là. Voilà, c'est possible de sortir, de faire ceci, de faire cela, de s'inscrire dans telle formation, d'aller vers telle voie et porter un espoir. Si vous avez quelque chose de plus que quelqu'un, prenez la main de la personne. C'est ça aussi, mettre l'humain au centre de tout. C'est le partage, c'est le don. C'est le don de 1 ou 2 heures, c'est déjà énorme. Voilà, ça c'est hyper important. Merci Alessandra. Eh oui, c'est émouvant quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai créé une fondation avec une association qui s'appelle Vie. D'abord parce que j'ai failli perdre la mienne 2 fois, donc je me suis dit qu'il fallait que je lui redonne. Et du coup, tout ce projet-là, c'est ce don en permanence. J'ai fait ça parce qu'on me disait toujours, oui, mais t'arrêtes pas, on ne sait pas ce que tu fais, tu es toujours à droite ou à gauche. Et je dis, mais moi, je ne peux pas vivre et me lever le matin sans donner, sans être auprès des autres, sans savoir qu'une partie de ce que je fais au quotidien est redonnée ou est remise en place pour parler à l'humanité, pour œuvrer pour l'humanité. Et je vais donner un exemple. Déjà, moi, dans mon équipe à La Fenière, donc dans l'établissement, j'ai 60 personnes aujourd'hui qui travaillent à mes côtés. Et toutes ces personnes, en fait, quand elles rentrent chez moi, je leur fais faire ce qu'on appelle un ikigai, donc la raison d'être, pour essayer de comprendre qui va arriver. Et je dis toujours qu'on ne vient pas pour travailler avec moi, mais que je rencontre les personnes pour leur donner un peu de ce que j'ai reçu d'amour et de guider sur son chemin. Et je leur dis toujours, soyez vous-même, évidemment, les autres sont déjà pris. Et mon travail au quotidien, c'est extraordinaire, c'est d'être lié à ces personnes pour leur donner un peu d'espoir et d'envie d'être la meilleure version d'eux-mêmes, même quand ça tangue et même quand c'est pas facile. Mais ce grand lieu-là m'inspire chaque jour parce que j'ai 60 personnes, des gens qui viennent de tous les pays, et tous les jours, on va affronter, confronter, voir une difficulté, quelque chose qui, dans notre société, n'est pas facile parfois à vivre seul. Et j'adore parce que du coup, c'est chacun un petit entrepreneur de sa vie. Et on essaye ensemble de faire cette grande coopération en œuvrant tous ensemble pour le bien commun. Et on a des projets, par exemple, là, c'est Octobre Rose. Donc, on travaille dans des hôpitaux sur ces questions du cancer et sur comment nourrir son âme et se nourrir, non pas simplement de l'aliment aussi, mais de la culture, de l'échange, de la vision, de l'envie de renaître ou de se lever et de s'élever. Donc voilà, c'est des actions comme ça, elles sont multiples. Je travaille dans les écoles aussi, je travaille dans plein de sujets. Je parraine aussi des choses, mais je fais un sujet aussi en ce moment qui me passionne, qui est celui du solaire et de l'énergie solaire, de la cuisson solaire et de la réflexion, parce qu'en fait, chez nous, par exemple, il fait 300 jours de beau temps par an. Et donc, oublier qu'on peut utiliser cette énergie-là et la travailler sans rendre compte, c'est juste extraordinaire. En plus, la cuisson solaire, c'est une énergie qui passe à peine dans un aliment et qui nous amène tout ça, en fait. Et ces questions-là, elles sont si belles qu'on s'en rend pas compte. On passe souvent à côté. Mais par exemple, que ce soit au Brésil, en Afrique, je travaille en Afrique, ou au Maroc, enfin tout ça, tous ces outils-là peuvent nous servir à tous et toutes. Donc c'est juste un passage. Et je crois qu'on est là au milieu du passage. Si on a la chance d'avoir reçu, il faut le rendre. Voilà. Donc, moi aussi, j'essaye de rendre. Merci Nadia. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est pas encore la fin, mais presque. Moi, quand j'ai un peu préparé je dis un peu, parce qu'en fait, je connaissais quand même déjà bien le travail de l'une et de l'autre, mais il y a 2 mots qui sont revenus. C'est le mot ralentissement, slow, parce qu'on a parlé des saisons avec Alessandra, et tu as pris ton temps pour arriver à faire ce que tu voulais. Et je sais que Nadia aussi, elle vit au rythme des saisons. Et il y a aussi le mot, tu viens d'en parler, le mot low-tech, c'est-à-dire justement ces technologies comme les fours solaires, comme d'autres approches qui sont aussi pour moi une vision du futur. Hier, quelqu'un a dit au Women's Forum qu'en fait aujourd'hui, on empêchait certains peuples sur certains continents d'avoir de l'eau pour pouvoir réchauffer des data centers. Moi, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir à ce qu'on nous dit avec l'IA, ça me fait réfléchir avec ce qu'on nous dit de la technologie à tout prix. Donc du coup, moi j'espère que le monde de 2040 sera, comme vous l'avez dit, beaucoup plus humain. Et surtout, on a
on a un point commun, c'est qu'on a toutes des lieux dans lesquels on a envie que les gens se rencontrent, comme ici, grâce à Karina, où les gens peuvent se parler, se toucher et se regarder dans les yeux. Donc ma dernière question, c'est votre rêve pour vous, que vous avez envie de partager, au-delà de la vision du goût de 2040. Ce serait quoi votre rêve là pour vous, demain, après-demain? Mon rêve est tout simple. Moi, j'ai juste envie d'être dans un monde où les gens sont gentils. Voilà. Et moi, ce que je dis tous les jours à mes enfants, il vaut mieux être gentil que d'avoir raison. Toujours. Parfois, des gens qui sont méchants ou qui sont désagréables, un sourire, un petit regard, aidez-moi s'il vous plaît. Même si vous avez envie de le défoncer, hein, clairement, de le sauter au cul, de l'étrangler, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Ça, c'est être gentil aussi envers cette personne qui peut-être a une journée difficile, une nuit difficile, et qui vous êtes là, donc elle a envie de tout cracher sa haine sur vous, mais c'est peut-être pas quelqu'un de méchant, il y a juste besoin d'un sourire et d'un petit peu d'attention. Donc intégrer ça, la gentillesse. J'ai envie de vivre dans un monde gentil. Voilà. Merci Alessandra. Merci. J'ai envie de vivre dans ce monde, moi aussi. Oui, moi, j'ai envie de vivre dans un monde responsable, quoi. La responsabilité, c'est un mot qui m'habite tout le temps. Et moi, par exemple, je remets toujours en question ma responsabilité en permanence, ma responsabilité du lien à l'autre, ma responsabilité de m'unir, ma responsabilité de porter des gens derrière moi. J'avais toujours peur, quand je commençais à faire grandir mes équipes, de me dire est-ce que je suis bien responsable vis-à-vis d'eux, est-ce que je fais bien attention à leur santé morale, à leur santé mentale, à aider leurs parents, à aider tout le monde, quoi, en fait, parce que moi j'ai été éduquée comme ça, donc je pense que sa responsabilité, c'est viscéral, quoi, donc pour moi, un monde responsable, ça m'irait bien, et le calme, j'ai besoin de calme, c'est pour ça que j'habite à la campagne. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Je regarde l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions avant qu'on libère Nadia et Alessandra qui doivent retourner faire à manger, comme elle dit? Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou est-ce qu'on va clore cette session? Oui. Ah, il y a une question ici. Alors moi j'insiste, parce que parfois j'anime des sessions, c'est une question, vous posez une question. Oui. Merci d'ailleurs. Merci de votre participation et de ce que vous dites. En fait, moi je suis pas dans la nourriture, je suis dans l'art. Donc, mais il y a quand même beaucoup de croisements. Et quand vous avez parlé d'énergie et on se projette dans le futur, en fait, j'avais récemment vu dans des expos et dans des ateliers d'artistes qui font de la recherche avec la nourriture et notamment avec le bioplastique et qui en parlent beaucoup du manioc comme un peu la solution de guérison en fait de notre besoin du plastique. Je ne sais pas si vous de votre côté vous entendez les mêmes choses ou si vous pensez que voilà, donc votre avis sur voilà l'avenir, la recherche de cette solution environnementale. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas encore arrivé jusqu'à moi, pas beaucoup encore, ça reste encore dans l'état expérimental, mais on a grand espoir d'en finir avec le plastique en cuisine. Franchement, grand espoir. Oui, je crois que nous, on entend beaucoup parler de maïs, de choses comme ça, jusqu'à maintenant, plus que de manioc. Mais effectivement, on a toujours un grand problème, même si on veut mettre en place tout, c'est l'hygiène et la sécurité quand ils viennent nous visiter. On a des obligations où c'est terrible parce qu'ils ne supportent pas qu'on utilise des alternatives, etc. Il faut prouver 15 fois plus en permanence que ça respecte bien les règles de 1880. Non, je rigole, mais bon, depuis si longtemps qui n'ont pas été mises à jour et qui aujourd'hui, je pense, sont des aberrations pour beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Merci. Ah, une question là-haut. Merci, j'ai une petite question pour Nadia. Est-ce que vous pourriez répéter l'organisme ou l'école avec qui vous travaillez à Marseille en faveur de l'insertion et puis du coup ce que vous faites avec Alors ça s'appelle l'EMAI, E-M-A-H-I, okay. Et c'est relié en fait au restaurant qui s'appelle Le République, qui est un restaurant solidaire et qui se trouve à Marseille aussi, qui existe depuis à peu près 5 ans, je crois, le République,
et qui est un restaurant associatif en fait qui permet aux personnes ciblées dans les associations de venir manger à table pour 1 euro et les autres personnes ont un menu à 25 euros à peu près. Voilà. Et l'EMAI a commencé cette année et là il y a plusieurs classes d'inclusion et d'insertion qui permettent aux personnes bien sûr éloignées de l'emploi ou autres de venir se former dans des cursus et d'être intégrées tout de suite dans les entreprises qui font partie de l'écosystème. Une dernière question. Ah. Bonjour à tous. Ah, alors derrière. Ah, rapproche-toi du micro. Le petit bijou, ouais. Allez-y, je vous en prie. Ah, c'est moi, d'accord. Madame, allez-y, c'était... Alors, bonjour à tous. Je voulais poser une question par rapport... vous avez parlé de pauvreté et aussi d'espoir pour le futur. Vu on sait très bien qu'il y a une crise écologique aujourd'hui. Vous pouvez rapprocher votre micro, on n'entend pas très bien, merci. On sait très bien qu'au niveau écologique aujourd'hui, on a beaucoup de soucis environnementaux. Comment on pourrait concilier ça avec le fait qu'on veuille créer de nouvelles méthodes, etc., d'agriculture, avec les problèmes qui sont déjà en cours aujourd'hui, comme par exemple au Brésil, les agriculteurs qui brûlent des terrains agricoles pour avoir un terrain pour pouvoir créer plus de légumes, etc., de culture. Comment on peut voir cet aspect négatif aussi pour essayer de le recréer, le lier à ce qu'on veut produire demain? Alors, les terres agricoles brûlées au Brésil, c'est interdit. Hein. Ça, ils font ça, mais ils n'ont pas le droit. Après, il faut mettre plus de surveillance. Mais le Brésil, c'est un pays très grand. L'Amazonie est très grande. Donc, quand ils déclenchent un feu, je sais que très rapidement, surtout avec un gouvernement qui est sur place actuellement, ils vont chercher, ils éteignent le feu, ils cherchent le responsable, mais c'est toujours très compliqué. Donc aujourd'hui au Brésil, il y a plusieurs fermes qui se créent en permaculture, il y a plusieurs jeunes qui veulent aller sur cette voie-là pour nourrir et nourrir de façon consciente. Donc entre les gens qui mettent le feu de façon inconsciente, illégale, après on a quand même beaucoup de positifs qui va vers un cercle vertueux. Oui, je pense que le plus important dans tout ça, c'est justement d'imaginer la force de la transmission, de la prise de conscience et du partage. Et aujourd'hui, on le voit dans des projets agricoles que l'on transmet et qui existent. C'est la force justement de la communauté et de retransmettre des valeurs fortes, importantes d'humanité et surtout comment dire, avec des vraies visions d'impact positif qui révèlent aussi la volonté de chacun à œuvrer dans ce sens. Donc évidemment, on est peut-être loin du meilleur résultat, mais en tout cas, entraîner avec volonté et venir former, je pense que c'est le grand sujet d'actualité, c'est qu'on ne doit pas s'économiser de ce genre de choses. Ouais. Merci. Merci. Dernière question. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce projet? Tu parles à Alessandra et à Nadia, toutes les deux? Leur projet à elles? Alors, mon projet, c'était la passion. J'étais passionnée de gastronomie et j'étais passionnée de cuisine. J'étais passionnée à un point où je ne pouvais pas faire autrement. J'ai rêvé le jour et la nuit de cet endroit et je l'ai fait parce que c'était un besoin tellement fort, ça me prenait aux tripes comme ça. Je me réveillais la nuit tellement j'avais envie de me lever le lendemain pour aller travailler, tellement j'étais heureuse de ce que je faisais. Donc j'ai créé ce lieu par passion, par amour, par une force qui allait au-delà de moi. Merci. Et oui, pour ma part aussi, quelque part, c'est une histoire, c'est transcendantal. On dit c'est plus grand que nous et tous les matins on se lève et on est inspiré. On est inspiré par tout et on a envie de faire. Alors pour moi, je fais beaucoup de choses. J'ai pas qu'un restaurant, donc ça exige beaucoup de travail de ma part, mais en tout cas, c'est la passion, oui. Et puis moi, pour moi, je dirais c'est l'amour du tout, de tout le monde, qui me donne envie de me lever le matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je peux vous applaudir. Merci d'avoir partagé vos rêves. Ça nous fait tous grandir et merci de transmettre. Et maintenant, on est tous concernés par ça. Merci.